Chapitre 23. Mes visites à Marie-Julie. Qu'on pardonne à l'auteur de reprendre ici le ton personnel, j'avais promis au lecteur de raconter mes visites à Marie-Julie, car il fallait bien qu'à la fin je la visse. L'occasion en fut inattendue, improvisée. En 1927, à Mayence, j'avais fait connaissance d'un séminariste de Lyon. Nantes, dit-il, je connais. Chaque année, je passe un mois de vacances chez mon oncle, au Gavre. Nous nous sommes retrouvés tous les ans. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Dès 1929, en août, j'allais le voir. Que la galette de blé noir était fine et que le cidre était doux, pétillant, chez ce brave oncle. Mon ami voulut me reconduire au-delà de la ville du Gavre, en direction du bourg de Blain. Car le tout petit Gavre est une ville, avec ses vieilles maisons qui se resserrent à l'entrée de la grande rue, comme pour jouer à des portes de cité, tandis que le gros chef-lieu de canton est un bourg, ainsi le veut l'histoire. Nous étions donc à mi-chemin, entre cette ville et ce bourg. Il fallait penser à la séparation. Nous mîmes pieds à terre, à l'ombre d'un moulin dont les ailes, à notre gauche, tournaient à grand Anne. Mon ami me dit, j'ai envie d'aller voir Marie-Julie. C'est tout près. Tu viens avec moi? Il paraît que l'évêque interdit les visites. Oh, moi je suis de Lyon. J'ignore ce que décide l'évêque de Nantes. Et qu'est-ce que je vais lui dire à Marie-Julie? Tu écouteras, il n'y aura rien à dire. J'acquiesçai. Ma première visite, à 100 mètres du moulin et du même côté, j'embranche la petite route de la Fraudée. Elle franchit la voie ferrée que jouxte la maisonnette isolée du garde-barrière. Encore 800 ou 900 mètres, la route se courbe, descend, tourne, sombrage et soudain, dans le creux c'est le village. Humble hameau à la douzaine de grises bâtisses de ferme posées en équerre. La seconde maison à gauche, c'est là, la maison de Marie-Julie. Je ne vois qu'elle, mur de torchis mal crépis, 2 portes jumelles surmontées de 2 antiques lucarnes qui se détachent sur un toit de vieille ardoise. Toit à forte cambrure. Quelles sont jolies ces lucarnes, le seul luxe de la maison. Mais il n'y a pas de fenêtre, et la première porte a un lucet. Le chien n'aboie pas. Au pied de l'échelle appliquée, devant la seconde lucarne, une personne prélève sur un fagot délié quelques triques et des brindilles destinés à alimenter le feu dans une vaste cheminée. Cette personne, est-ce Marie-Julie? Mon ami demande, peut-on faire une courte visite à votre tante? Mais entrez, messieurs, il n'y a personne. Nous entrons. La pièce, grande, au sol, en terre battue, est sombre. Elle est meublée comme partout dans nos fermes, des lits de coin, de grandes armoires au bois noirci et luisant, une table avec de chaque côté des bancs, une maie près de la porte du fond, une haute cheminée ornée d'un volant d'étoffe de couleur des chaises, et sur l'une d'elles, assise près de la porte, Marie-Julie. À première vue, personne toute menue, aux vêtements sombres, dont la tête est auréolée du bonnet blanc, à brides repliées en arrière. Bonsoir, Marie-Julie. Vous pouvez nous accorder quelques instants? Mais oui, mes bons monsieur, venez donc dans ma petite chambre. Elle se lève, chancelante, franchit les 2 mètres qui la séparent des armoires sur laquelle elle s'accote. Je remarque la façon dont elle marche. Sur le rebord extérieur de la plante des pieds, elle ne lâche point les meubles. La chambrette est bien éclairée, pour principal ameublement un lit haut perché
sans rideau, recouvert d'un couvre-pied rouge avec un oreiller blanc. La stigmatisée s'assied dans l'unique fauteuil dont le dossier touche le travers du lit. Un fauteuil recouvert d'une cretonne fleurie. Pour les visiteurs, quelques chaises. Je ne prends guère part à la conversation, j'observe. La cellule me surprend par l'abondance de ces objets hétéroclites, des objets de piété, un vrai magasin. Voici près de la fenêtre, sur une étagère, une grande Vierge de Lourdes, voilée de tulle encadrée de 2 bougies et de vases garnis de roses. À côté, un grand Christ sur le mur, puis une sainte face, puis tout le reste, une vingtaine de tableaux de toutes dimensions accrochés, vaille que vaille, au mur du chevet ou à la cloison du bois derrière le lit, et une planchette qui supporte un bataillon de statuettes pieuses aux tailles variées. L'une de la Vierge, en bois antique, tranche sur les autres de style Saint-Sulpicien. Sur une petite table, presque sous la fenêtre, un reliquaire, un crucifix, des annales missionnaires et un livre, peut-être l'imitation. J'observe la figure de la stigmatisée. On m'avait affirmé qu'elle avait conservé son teint de jeunesse sans ride aucune. Il n'y a pas de rides sur son visage amenuisé, mais le teint est ivoirin. Les veines saillent sous la peau bien tendue. Le front est grand, bombé, les yeux vivants et rieurs. Ses lèvres s'enfoncent dans une bouche édentée. J'observe ses mains qui se croisent sur son tablier gris à rayures plus enfoncées. Les mains sont couvertes de mitaines de laine noire qui bâillent et laissent voir les stigmates du dos des mains. Ceux-ci se présentent sous la forme d'un caillot de sang séché de près d'1 centimètre de diamètre, assez épais. Je ne saurais reconstituer la conversation probablement au sujet de la caserne dont nous sortions du séminaire auquel il fallait se réadapter. Marie-Julie demande à mon ami: « Et au Gavre, monsieur le curé, prend-il mieux ?» Prendre dans son langage signifie se faire accepter sur réponse dubitative. Elle remarque: « Il n'est pas donné à tout le monde de savoir y faire. » Serait-ce une observation peu charitable? Je suis en méfiance. On m'a tant dit qu'elle manquait de charité envers les prêtres. Le fait est que le nouveau curé prend assez mal. Constater l'existence d'un fait regrettable n'est pas nécessairement un manque de charité. Autrement, mieux vaudrait se condamner au silence perpétuel. Au sortir de la visite, mon ami me confie: « Je suis déçu. Je ne savais pas qu'elle parlait patois. Il est vrai que jusqu'ici, je ne l'ai vue qu'en extase. Elle s'exprimait en bon français et disait des choses édifiantes. » Mes autres visites. Je reverrai la stigmatisée une dizaine de fois en 10 ans, de 1929 à 1939, mais jamais en extase. Visite à l'improviste, toujours courte, en fin de soirée, au retour d'une randonnée. Un soir, je la trouvai assise dans l'ombre sur la pierre de son foyer. « Oh, mon bon père, dit-elle, que je suis ennuyée. J'essaie d'ouvrir une boîte de sardines, je n'y arrive pas. Essayez donc, vous. » La petite clé était engagée du mauvais côté. À force d'efforts, je finis par déchirer le couvercle, juste assez pour en extraire le contenu. Lors d'une visite, je me présentai accompagné d'un jeune homme. Celui-ci insista pour la photographier. D'abord, elle y répugnait. Enfin, pour vous faire plaisir, je veux bien.
Attendez que je prenne mon crucifix. Je pensais c'est du théâtre, presque aussitôt se tournant vers moi avec un léger sourire. Peut-être bien, dit-elle. Le bon Dieu ne voudra pas que ça réussisse. En effet, à 100 mètres de la maison, mon compagnon fit cette réflexion. C'est sûrement raté. J'ai oublié de tourner la pellicule et c'était raté. Par discrétion, je n'ai jamais abordé le sujet des phénomènes mystiques. Pourtant, un jour, qu'elle n'avait plus ses mitaines, mais un mouchoir à la main, je remarquai que ses stigmates étaient réduites à l'état de cicatrices peu visibles. Je vis aussi l'intérieur des mains. C'est là qu'elle me déclara que depuis ses 80 ans, le Seigneur, lui, avait enlevé ses plaies. En principe, mes visites n'étaient que de courtoisie, pour prendre mutuellement de nos nouvelles, mais après coup, je m'apercevais qu'elle y avait glissé, sans que j'y prisse garde, un sujet de méditation. Un jour, elle me dit « Bien sûr, il faut aimer les enfants auxquels vous faites l'école, mais il y a les autres aussi, ceux de l'école laïque, il faut s'en occuper, ils ont une âme aussi, ils ont une âme. » Une autre fois, elle me parla de la mort. « Oh, mon bon père, il faut toujours être prêt à mourir. » J'en reçus un léger pincement, peut-être c'est elle que je dois mourir bientôt. Ce n'était pas pour tout de suite, mais quand même, il faudra mourir. Ô Dieu qui est l'amour, il faut aimer l'amour. L'amour qui n'est point aimé. Vérité de tous les jours. Mais il est bon de se l'entendre redire sur ce ton. L'opinion de la famille Lemaître. À certaines vacances de Noël, ma tante me dit « Tu ne pourrais pas aller demain à la Fraudet ? C'est pour une communication urgente à la famille Lemaître. » Je ne demandais que ça. Je vis d'abord Marie-Julie. Elle me confia que les jours précédents, l'évêque de Nancy était venu la voir. Elle avait demandé aux voisins de dresser pour lui un feu de joie. On s'y était prêté fort aimablement. Le père Lemaître me dit « Vous avez vu ma cousine, Marie-Julie ? Qu'en pensez-vous » Je ne dis rien de précis, il reprit. Quand j'étais en Allemagne, une famille fut surprise d'apprendre que j'étais le cousin de Marie-Julie. On voulut absolument me donner en souvenir un livre allemand où il était question d'elle. Je l'ai perdu lors du retour. J'aurais aimé savoir ce qu'on en disait. Sa femme se mêle à la conversation. « Oh, dit-elle, vous savez, Marie-Julie est comme tout le monde. »« Oui, mais il y a quand même ses plaies. » Ça s'éclave-t-elle. « Oh, elle a toujours eu ça. Mais vous, ne l'avez pas vous ?» Cette femme est née à Pontchâteau, se mariant dans le village. Elle n'a pas même eu la curiosité de savoir comment ça s'était venu. Le cousin Jules Lemaître en sait davantage et se pose des questions. Il confiait à ma tante, d'après les médecins, ma cousine ne devrait pas vivre à cause de la plaie qu'elle a au côté et qui s'enfonce jusqu'au cœur. En sortant de chez les Lemaître, je vis sur le pâtis les cendres encore fraîches du bûcher allumé en l'honneur de l'évêque de Nancy. La chandelle éteinte. Venu tard, un soir, je fus surpris d'apercevoir un essaim de jeunes filles qui cueillaient des mûres dans la haie devant la maison de Marie-Julie. Plus loin, un grand quart d'excursion. J'entrai, noyé dans l'ombre de la pièce commune, une foule silencieuse s'exprimait mon étonnement. Tout ça de monde! Une voix de femme à l'accent du midi s'élève. « Et vous arrivez après que la chandelle est éteinte ?»« La chandelle éteinte ?»« Oui, reprend une voix d'homme. Aujourd'hui, c'était l'extase. Je distingue l'homme qui parle assis sur la main, papier et stylo entre les mains. Je simule la désinvolture. Moi, l'extase, vous savez. »
Oh, reprend la dame, qui manifestement régente le groupe, je vous giflerai. Il est tard, je renonce à la boire. Bonsoir. La régente me rappelle, pour vous, on va faire un passe-droit, mais à condition que vous la grondiez. Cette pauvre Marie-Julie, elle garde son monde trop longtemps, on y sera encore à minuit. Je frappe, j'entrebâille la porte vitrée. L'interlocutrice, ne se levant pas, la voyante dit « Tout à l'heure ». Bientôt je frappe de nouveau, l'interlocutrice comprend et se lève. « Marie-Julie, je vais vous gronder. Il y a un tas de monde à attendre. Gardez les gens moins longtemps. Vous avez raison, mon beau-père, je ne sais comment cela se fait. Je crains bien qu'ils s'ennuient, les uns les autres. Je me dis souvent que je ferais mieux de ne recevoir personne. Recevez-les, mais moins longtemps chacun. Je vais essayer. Je vous demande de prier pour moi, mon bon père. Vous avez donc besoin de prière? Oh, si vous saviez combien ça gronde parfois là-dedans. Elle se frappe la poitrine, ce fut tout ce soir-là. Elle m'annonce la guerre. Ce fut à Pâques 1939, je la vis pour la dernière fois, je lui dis « Marie-Julie, j'ai lu dans un livre que vous annonciez la guerre pour bientôt. » « Quel livre, mon bon père? Un livre paru à Orléans? »« Non, chez Téquin, je crois. Je ne le connais pas. J'ai pourtant soin de ne pas dire grand-chose. » Elle prononçait « chose ». On m'en fait dire. On m'en fait y dire. Mais puisque vous m'en parlez, je vais bien vous dire qu'en carême, le bon Dieu m'a accordé une vision. C'était comme un brûlis sur une butte. La fumée noire montait du ciel, montait de plus en plus noire, de plus en plus étendue, au point de remplir la moitié de l'espace. Et le Seigneur se montra devant. Il paraissait très irrité, il dit « C'est fini, la corruption du monde est trop grande, l'heure du châtiment est venue. » Alors la Vierge s'est présentée devant son fils, une gerbe de fleurs de diverses couleurs entre les bras. Elle plaidait « Oh mon fils, voyez ces lys blancs qui représentent toutes les âmes pures qu'il y a encore de par le monde, des religieuses, des prêtres, des jeunes aussi. À cause d'elles, retardez le châtiment. » Et de même pour les autres fleurs, les rouges représentent ceux qui souffrent persécution dans certains pays, les violettes ceux qui offrent les souffrances de leur maladie ou les peines de leur cœur. Je ne saurais tout reproduire. Le Seigneur finit par s'attendrir. Bien, ma mère, à cause de vous, je retarde encore le châtiment, mais ce sera la dernière fois et pour très peu de temps. Et Marie-Julie, de conclure avec tristesse, mon bon père, la guerre sera pour la fin de l'été. Ce fut ma dernière visite, en mars 1941, au fond d'un camp de prisonniers, entre Dresde et Berlin. J'appris par une coupure de journal que la stigmatisée de Blain était morte. Notre-Dame de la Bonne Garde. Autant placer ici l'histoire de cette antique statue de bois de la Vierge que j'avais remarquée à l'étagère de Marie-Julie et que j'ai revue sur l'autel de la chapelle privée du château de la Brunière où elle est en dépôt. Cette histoire, nous l'avons recueillie d'un cahier copié et remis par mademoiselle Corbineau. Nous la donnons sans autre garantie. Dans le courant du XIIIe siècle, je crois, des bergers remarquèrent les soirs des flammes qui sortaient de pierres et de buissons, sans que le buisson se consume. Grâce à cette circonstance extraordinaire, on fit des fouilles et l'on trouva dans un petit cercueil de pierre la statue de la Sainte Vierge en bois sculpté. Le seigneur de Châtillon, propriétaire des terres de la Guiche, aux environs de Blois, fit construire un couvent là où avait été trouvée la statue et une chapelle.
Il donna à cette fondation de quoi entretenir 80 clarisses. C'est dans la chapelle du couvent de la Guiche que, jusqu'à la Révolution, fut honorée la statue miraculeuse. À cette époque, les clarisses furent chassées de leur couvent. Quelques-unes, se regroupant ensemble, emportèrent la statue vénérée. Quand vinrent les jours meilleurs, le groupe fut hospitalisé chez les dames Ursulines de Tours qui élevaient des jeunes filles. L'une de ces dernières, Rose Thaïlandier, eut une grande dévotion à Notre-Dame de la Garde, nom que lui avaient donné les Clarisses. Plus tard, devenue Madame Le Camus, elle n'eut de paix que lorsqu'elle se fut fait donner la statue par la dernière Clarisse survivante à sa mort, promettant de lui faire dire force messe. Devenue propriétaire de la statue, Madame Le Camus, allant voir l'abbé David au Pin, se sentit poussée à lui faire don de Notre-Dame de la Garde. L'abbé accepta et dit de la porter à la Fraudet. Rentrée à Tours, Madame Le Camus profita du premier voyage à Blain de Monsieur Hermary, père, pour faire porter la statue à la Fraudet. La Sainte Vierge demanda à Marie-Julie de la vénérer sous le nom de Notre-Dame de la Bonne Garde. Elle révéla qu'elle avait été sculptée par un jeune homme infirme qui travaillait la terre et sculptait sa journée terminée. Comme ses maîtres n'étaient pas pieux, le jeune homme donna sa statue à un prêtre. Celui-ci reçut l'ordre d'en haut de la cacher, de peur qu'elle ne soit profanée. C'était probablement à l'époque des invasions normandes. Le prêtre, pour obéir à l'ordre reçu, fit faire le cercueil de pierre et l'ensevelit sous un amas de pierres sur lequel il planta des buissons.